Attention, cette vidéo traite du merveilleux univers de l'horreur, du gore et de la terreur sous toutes ses formes. Par conséquent, et même si elle n'a pas pour but de choquer, elle peut heurter les personnes sensibles. Cette vidéo est donc recommandée à un public averti. Nous devons également de vous mettre en garde car elle peut contenir quelques spoilers et son langage y est parfois peu châtié. Vulgaire, somme toute. Juste un poil de cul, rassurez-vous. Bon visionnage. Bienvenue à la boucherie du culte, hein. Moi c'est Ginette, votre sorcière bouchère, que j'espère préférée, qui hache pour vous du culte, filmique, et pas que. Ah, qu'est-ce qu'elle a l'équipe technique déjà, m'emmerde, il fait. Ah, quoi? Bah oui, c'est une fée. Enfin, c'est une baguette de... Oui, ça peut être une baguette de sorcière aussi. Oh bah c'est pareil, hein, franchement, hein, pour moi une sorcière, c'est une fée qui a bien tourné. Allez. Ouais, ah bah je sais, ah bah oui, hein, faudrait que j'utilise ça plutôt, mais bon. Allez, on fait la baguette un petit moment, puis quand je suis lassé, ça va vite arriver. Je passe au hachoir, ça fera plus bouchère. Oh. Oui, écoute, on va dire, non, hein? Ah, mais bizarre! Alors oui, c'est la deuxième partie, mais la deuxième partie de quoi, Ginette? Eh bah oui, d'Halloween, hein, 2024, hein, vous savez, où je hache du pire au meilleur, hein, des 31 ou 33, ça dépend le point de vue, à film Universal Monster. Ouais, et puis on a fait quoi déjà dans la première partie? On a fait du 33 au 16e. Voilà, puis là on va attaquer la suite. Elle est bon donc, hein? On est bien? Ah, c'est cool. C'est pas clair? On s'en fout. Mais, ben bonjour l'équipe technique. Comment elle va? Ah, il va bien. Ah, c'est ça. Juste, puis alors là, j'espère quand même, parce que l'on attaque les bons quand même. T'en as quand même vu 2-3. 2-3, justement. Ah, bon, bah, déjà ça, hein? Oh ben, à ce sujet-là, je viens de zioter, j'avais pas fait ça avant, mais je viens de zioter un peu les classements que font les autres critiques, un petit peu sur tous ces films, et j'ai eu des petites surprises. Ah bah c'est pas tout pareil, ah bah désolé, hein. Oh, c'est que mon avis après tout, hein. Ah bah oui, ah bah c'est pas facile de se dire qu'est-ce qui me plaît, mais qu'est-ce qui pourrait plaire au plus grand monde. Bon, j'ai mis en place un système de points, hein, un petit peu comme ça mais n'empêche que c'est pas facile à dire, tu sais, il y a des petits films où je me dis, oh, bah, c'est vrai que celui-là, peut-être pour le plus grand nombre, mais j'ai pas aimé, mais bon, hein, vous voyez, c'est très subjectif tout ça. Je vais être très chipoteuse, si, hein, alors si je vais creuser, chercher le caca, mais bien profond. Alors navré, hein, si jamais j'attaque selon vous un chef-d'œuvre, hein, et comment, hello Ginette, n'oubliez pas un truc, c'est que vous considérez comme un chef-d'œuvre, vous l'adorez, vous aimez tout, mais n'empêche qu'une autre personne, bah peut-être qu'elle aurait bien aimé que je la prévienne, qu'il y a tel truc qui va pas, tel truc un peu truc, parce que elle, ça va lui gâcher son plaisir, ou elle aurait juste aimé être au courant avant de voir le film. Voyez le genre? Hein? Faut s'adresser à tout le monde, faut penser un peu à tout le monde, ou au plus grand nombre. Oh, bah alors, petite voix, tu es là? Ah, elle est là. Ah, avec tout ce foutoir, ça va être compliqué. Ouais, c'est juste. Allez, salut. Ah, bah oui, ça va bien. Ah, oui, cool, super, le temps. Oui, alors, petite question. T'en as vu, toi? Ah, bah non, tu les as tous vus, forcément, pour fâcher. Enfin, fâcher un peu concon, désolé. Ah, oui, bah alors on attaque les bons, donc j'espère que ça t'a plu. Hein? Alors, je vais directement mettre le haut-parleur, comme ça, ce sera plus simple. Hein? Bonjour ou bonsoir. Bienvenue dans la partie 2 spéciale Halloween de la boucherie du culte 2024. Aujourd'hui on hache 15 films de monstres classiques d'Universal. Alors comme je l'ai dit dans la partie 1, on va aller assez vite hein, sur ces films. Ah bah oui, on peut pas passer non plus du temps. Mais certains j'aimerais, hein, ça doit devenir plus en plus difficile. Hein, plus on va avancer, plus ça va être des films que j'aime. Alors on va un petit peu blablater, mais pas trop, enfin essayer. Ah. Dracula! Bah on commence par un des tout premiers, hein, 1931, oui, ok. Quoi, que 16e, Ginette? Mais c'est un scandale, mais on est offusqué, on va voter militaire dégueulasse. T'as tort? Bah oui, c'est ce que je veux.
Oh, déjà, 16e place, c'est pas si mauvais que ça. Ah bah non, j'ai pile au milieu du classement. Ah, et je vais m'expliquer. Et non pas me justifier, mais m'expliquer. Ah, mais avant tout, présentation. Dracula, 1931. Il s'agit du tout premier film Universal Monster classique d'Universal. Et il va, par son succès, lancer la mode des monstres Universal pendant plus de 25 ans. L'histoire commence en Transylvanie, où le clerc de notaire, Renfield, se rend pour finaliser une transaction immobilière avec le mystérieux comte Dracula. Renfield devient la proie de Dracula, qui le transforme en son esclave complètement frappadingue. Dracula quitte ensuite son château pour Londres, emportant Renfield avec lui à bord d'un navire. À son arrivée en Angleterre, Dracula s'installe dans l'abbaye de Carfax et devient rapidement obsédé par Mina Seward, la fille du docteur Seward qui dirige un asile. Alors que Dracula poursuit Mina, ses actions attirent l'attention du professeur Van Helsing, un expert en phénomènes occultes qui découvre la véritable identité du comte. Van Helsing, avec l'aide de Jonathan Harker, fiancé de Mina, se lance dans une lutte contre Dracula pour sauver Mina. Dracula est une œuvre qui a non seulement défini le mythe moderne du vampire, mais aussi pavé la voie pour les futurs films d'horreur avec son atmosphère sombre, son jeu d'acteurs mémorable et son influence durable sur le genre. Anecdote! Bela Lugosi était un acteur très investi par ses rôles et il était d'ailleurs un des rares à prendre au sérieux ce genre de film. C'est vrai ça. Même dans les années 80, les studios avaient souvent honte des franchises horrifiques. Et pourtant, c'est ça qui amenait le pognon, et pas les trucs dramatico-merdico-intellecto. Universal a dû beaucoup investir pour obtenir les droits du livre et de la pièce de la veuve de Bram Stoker, qui a bien failli réussir à faire détruire toutes les copies de Nosferatu, sorties en 1922. C'est grâce à Bela Lugosi, qui avait déjà joué le personnage de Dracula à la scène, que l'ayant droit du livre a accepté, après des mois de négociations, de donner les droits du livre à Universal. Et il a même réussi à grandement faire baisser le prix des droits. Oh, il faut passer cet extrait, c'est obligé. Listen to them, children of the night. Listen to them, children of the night. Et puis le même extrait dans Dracula d'après Bram Stoker en 92. Listen to them, the children of the night. Les toiles d'araignée sont faites avec de la colle à caoutchouc, tirée à partir d'un pistolet rotatif. Et les effets sur les yeux de Dracula a été obtenu grâce à de minuscules projecteurs de la taille d'un stylo. Alors oui, je sais, ce film il est bien vieux. Ah bah si, il a presque 100 ans hein, quand même. Hein. Mais là, je n'excuse pas tout. Déjà, pas de musique. Ah bah je suis désolé, hein, peu importe où tu regardes le truc dans quel sens, ça le fait pas. Hein. Oh, mais tu le sais pas, Ginette, c'est toujours plus effrayant sans musique. Ah bon, vous avez vu je fais où ça? C'est pas possible. Non, non, et le premier qui me dit Doom, je le fous une claque. Ouais, c'était l'anecdote vintage que personne ne va comprendre non plus. Oui, Doom, non pas le film, le jeu vidéo. Oh oui, c'est vieux, c'était des portages sur... hein Super Nintendo, et puis PlayStation après, et puis ouais, il y en avait un qui avait pas de musique. Super graphique, il pas de musique. Alors il paraît qu'à l'époque ça ne se faisait pas d'écrire de la musique, hein, dans la bande son, quoi. Oui, et puis qu'il y avait parfois dans les cinémas un orchestre ou un petit piano, hein, qui jouait une composition de sa nature. Non, n'empêche qu'il n'y a pas non, ça manque, hein. Oui, sur le Blu-ray, il y a une orchestration qui est proposée. C'est le bon terme? Oui, voilà. C'est nul. Non, ça va pas. C'est beaucoup trop classique, c'est beaucoup trop pompeux. Faut arrêter, c'est Dracula, quoi. C'est intellecto. Non. C'est de la merde. Enfin, je veux un truc facile, quoi. Ah, du C'est très lent comme film, ah mais vraiment, hein, puis ça fait très pièce de théâtre. Alors oui, alors je comprends bien, hein, c'est adapté, non pas du livre, c'est adapté à la pièce de théâtre qui est inspirée du livre. Ah, vous voyez le cheminement, tout s'explique, ou presque. Hein. N'empêche que le livre, il est très épique,
Il y a plein de trucs d'action possibles et plein de trucs qui se passent, même si c'est à travers des lettres et des journaux. Il y a quand même des descriptions de scènes d'action. Ça manque cruellement au film, hein, ce côté un peu action, et puis il n'y a pas beaucoup de transition, et puis c'est lent, puis ça parle beaucoup, c'est dur quand même, hein. Puis alors, c'est moi ou on comprend pas grand chose à l'histoire, ou il manque des bouts, ou je sais pas, on est censé connaître l'histoire par cœur, je sais pas, c'est un peu, il manque des... Hein. Par contre, les décors et la robe de Mina, c'est Mina dans celui-là, oui, parce que des fois ils intervertissent la Lucie et Mina, selon les versions, ça change, mais bon. Non, je crois que c'est Mina. Oh, elle est belle cette... Oh. Alors c'est joli, mais de nouveau, c'est joli comme une pièce de théâtre, vous voyez, très statique. Oh non, ciel, mon mari! Oh non, non, Dracula! Je suis Dracula et je suis là pour faire du blabla. Oh non, j'ai peur. Oh, venez à moi. Non, j'ai peur. C'est un peu chiant. Et oui, qu'est-ce qu'elle dit l'équipe technique? Hein? Oui, ma belle photographie. Ouais, oh, qu'est-ce qu'il y a le beau terme, ça, oui, il y a une très belle photographie. Alors, Van Helsing, Wakefield et surtout Dracula, ils sont très très bons, hein. Rien à dire. Bon, alors Bela Lugosi, il est excellent, je l'ai déjà dit, hein. Et puis, il est beaucoup aidé par les effets. Ah, il y a pas mal d'effets sur ses yeux quand il regarde et qu'il hypnotise, c'est très très bien fait. Mais bon, malheureusement, ça sauve pas le film enfin le reste. Non, malheureusement. Il y a des scènes cultes, j'admets. Mais il y a aussi des scènes moisies. C'est ennuyeux, mais c'est ennuyeux, justement. Hein? Et puis pourtant, là, Universal, il nous avait habitués à d'autres choses. Dans le muet, c'était grandiose, c'était des grands décors, l'action de folie, voilà. Mais pas là. Tant pis. Allez, next. Oh, quoi, Ginette, t'es trop dur. Mais non, je suis pas trop dur. Déjà, il est dans la sélection des bons, je l'ai dit. Et puis, non, désolé, il chante, mais il y a quelque chose qui manque. Je suis désolé, il y a pas qu'une chose d'ailleurs, il y a plein de trucs. Ça va pas? Puis c'est que mon avis. Alors je sais qu'il est numéro 1 dans tous les classements de possibles et inimaginables sans sujet. Je m'en bats le steak tartare. C'est comme ça, mon avis, subjectif, voilà. C'est ma sélection, c'est mon choix. Voilà. Suivant. Le fils de Frankenstein. Alors je vais pas dire la date à chaque fois parce qu'on va le dire après dans la présentation. Et justement, j'ai des choses à en dire sur ce film. Allez, d'abord la présentation, comme ça c'est fait. Son of Frankenstein, le fils de Frankenstein, 1939. Il s'agit du 3e volet de la série du film autour de la créature de Frankenstein. Ce film marque la dernière apparition de Boris Karloff dans le rôle emblématique du monstre de Frankenstein. Le fils de Frankenstein est souvent considéré comme l'un des derniers grands films de l'âge d'or des monstres Universal, avec une atmosphère gothique et des performances mémorables, notamment celle de Basil Rathbone, en tant que fils de Victor Frankenstein. Pardon? Qui dit? Mémorable! Fait. Ouais, mais alors pas dans le bon sens du terme, Enfin, selon moi. La prestation de Bela Lugosi dans le rôle d'Igor est également très appréciée. Ok, là on est d'accord. C'est la première fois que l'on cause de Igor, l'assistant bossu du docteur Frankenstein en plus. Dans Le fils de Frankenstein, Wolf von Frankenstein, fils du célèbre Victor Frankenstein, retourne dans le château familial avec sa femme et son jeune fils, dans l'espoir de restaurer l'honneur de sa famille. À son arrivée, il découvre que le monstre créé par son père est toujours vivant. Encouragé par Igor, un villageois sinistre et ancien complice de Victor, Wolf décide de poursuivre les travaux de son père, ce qui déclenche une nouvelle série d'événements tragiques. C'est pété à pète. Anecdote! Le film a vu nombre de rumeurs et de mythes l'entourer, et il est difficile de discerner le vrai du faux. La rivalité entre Bela Lugosi et Boris Karloff en fait partie. Il est dit que Lugosi avait profité et usé de son influence pour avoir plus de lignes de texte et ainsi être bien mieux payé que Karloff, qui voyait sa carrière flétrir à cette époque. Ouais, moi ça me paraît un peu exagéré. Ah oui, dans les rumeurs, il y avait le maquillage du monstre qui était soi-disant vert pour mieux ressortir à l'image. Oh, on ne plaît pas. Par contre, il paraît qu'il fallait 4 heures au grand make-up artiste Jack Pierce pour maquiller Karloff. Et ça a l'air vrai. Dire que le Pierce, il est même pas crédité. Oh bah c'est vrai que son travail il est tellement pas utile au film.
Le succès du film a été tellement important que c'est surtout lui qui est responsable de toutes les suites des monstres Universal. Bon, alors c'est pas nul, hein, mais c'est quand même pas très bon quand même, hein. Je suis pas certaine qu'il y ait une volonté d'effrayer dans ce film, en fait, même pour l'époque. Le scénario, il manque de sens. Et puis ça sent le reboot, en fait, presque. C'est trop long. Ah, si, beaucoup trop. Et puis c'est ennuyeux aussi, donc c'est trop... Et je m'y attendais pas. Ah bah non, pas chez Universal. À l'époque, Universal, hein. Non, alors qu'est-ce qui nous met 3 heures de film pour pas grand-chose. Non, c'est quand même trop long pour l'époque. Ah, Igor est vraiment très sympa. Ah, j'admets, vraiment top. Ah, mais le problème, c'est qu'il prend trop de place. C'est pas Son of Igor, hein. C'est Frankenstein. C'est la créature, on la voit pas, on se désintéresse d'elle, quoi. On la voit pas beaucoup, en fait. Bon, le personnage avec le bras, là, le bras ionique, là, le bras, je sais pas en quoi il est, d'ailleurs, le bras, c'est un peu automatique à ressort, le personnage il est bien, l'acteur il est bien aussi, mais, la vraie, j'ai pas pu m'empêcher de me fendre la poire à chaque fois. Ah, je peux pas, là. C'est spécial, hein. Et dire qu'ils vont se moquer, hein, de ça dans la parodie, là, c'est... Ah, mais n'empêche que dans la parodie, il n'y avait pas trop grand-chose à parodier, en fait. Hein. Tu reprends la même scène, et puis c'est drôle quand même, hein. Alors l'épouse ne sert strictement à rien. Je veux dire, s'il serait veuf, ce serait pareil. Faudrait peut-être même été mieux. Ah, puis alors le gamin. Oh, par contre, la décoration. Oh, et l'architecture, surtout de l'endroit. Alors même parfois, si ça n'a aucun sens, hein, on se demande pourquoi il y a une rampe sur un escalier pour aller à un autre endroit, alors que cette rampe, il n'y a rien du tout. T'aurais peut-être pu faire l'escalier en une pièce et pas t'emmerder, mais bon, c'est pas grave. C'est plus pourquoi c'est si long et ça fait tout le temps. Bref, hein, mais n'empêche que c'est beau. Ah, ça, j'admets, ça en donne envie de mettre sur pause. Après, tu vois la durée, alors tu dis non, j'arrête la pause. Ah, bah si, c'est un très joli film. Si ça vous suffit. Ah, le fils du docteur, hein, le fils de Frankenstein, hein, donc, qui est censé être le héros du film. Alors, comment dire, je pense que c'est un gros dégueulasse et vrai de goût et qui me fait il a vraiment pas mes préférences. Ah, je l'aime pas trop, mais vraiment pas. C'est pas l'acteur qui est mauvais, hein, là, hein, c'est son personnage qui est exécrable, hein. Ça rime avec excrément d'ailleurs, c'est ce que ça m'a fait penser. Ah, je peux pas, t'es censé quand même t'identifier un peu au personnage ou être content s'il s'en sort ou... Non, là, j'ai dit meurt, mais tout de suite décède, puis mets plus de place pour la créature de Frankenstein, mais toi crève tout... Oh, t'es encore là? Oh non! Oh, c'est toi le héros! Oh non! La fin m'a déçu. Alors là, c'est peut-être une des premières fois dans ma longue carrière de boucheur que j'ai eu envie que ça se finisse mal. Que tout le monde y passe. C'est rare, hein, mais c'est... Ah, j'aime pas trop quand ça finit mal. Mais là, si j'aurais aimé. Tu fais un peu plus dramatique quand même. Ou alors peut-être plus abrupt à la limite. Ah, parce qu'alors la fin, elle est con. Hein. Oh, allez. Oh, j'ai pas d'autres mots, je suis navré. Hein. Faudrait mettre... emballer, YouTube, machin... Oh, on s'en fout. Oh là là. Et pour finir, on en parle de la veste de berger, de la créature de Frankenstein, si, le truc mouton, le mouton froisé, alors ça a du sens dans le film, je crois, un peu. Mais n'empêche, c'est pourquoi il se coltine ce truc, c'est moche déjà. Et puis je l'imagine trop, la créature en train de promener la biquette, dans la montagne comme ça. Oui, parce qu'il parle un petit peu, la créature, un petit peu, enfin si on peut appeler ça parler, c'est... Oh, j'imagine la gueule des biquettes en voyant ça arriver. La chèvre est morte, hein. Je l'aimerais trop, la 3D. Ah oui, pardon, oui. Suivant. La météore de la nuit. Eh ben bravo la traduction, parce que je crois que le titre original c'est It Come From Outer Space. Ça veut juste dire il vient de l'espace. C'était bien, il vient de l'espace, non? La météore de la nuit. Bon, alors ce film n'est pas officiellement dans les Universal Monsters. Alors déjà, je pense qu'il le devrait. Et de deux, vous savez, c'était pour remplacer, parce que j'avais 2 films. Bob et Costello, la machin, qui avait des olives, fitait pas, puis j'avais besoin de 31 films. Donc voilà, bah oui, 31 jours, c'est censé être un chaque jour d'Halloween, tu vois. C'était le principe. Bon, mais bon, mais je répète, il devrait y être. Il est trop bien ce film. It came from outer space. Le météore de la nuit.
1953. Le Météore de la nuit est un film de science-fiction réalisé par Jack Arnold et basé sur une histoire écrite par l'auteur de science-fiction Ray Bradbury. Son œuvre a également grandement contribué au scénario. Le Ray, c'est un des plus grands écrivains de science-fiction du siècle passé. Et bien sûr, j'ai rien lu de lui. Mais il a écrit Les Chroniques martiennes et Fahrenheit 451, entre autres. Il s'agit d'un des premiers films à aborder le thème des extraterrestres de manière non hostile, introduisant une nouvelle dimension à la science-fiction cinématographique. Tourné en 3D, ce film est devenu un classique du genre, reconnu pour son atmosphère tendue, ses effets spéciaux innovants pour l'époque et son exploration de la paranoïa collective en plein air de la guerre froide. Dans Le Météore de la nuit, un astronome amateur, John Putnam, et sa fiancée Ellen Fields assistent à l'atterrissage d'un objet mystérieux dans le désert de l'Arizona. Convaincu qu'il s'agit d'un vaisseau spatial extraterrestre, John tente d'avertir les autorités locales, mais ses affirmations sont accueillies avec scepticisme. Cependant, des événements étranges commencent à se produire dans la petite ville voisine, notamment la disparition et le retour, bizarrement changé, de certains habitants. Le film pose des questions sur la nature de l'étranger et de la peur de l'inconnu, tout en offrant une critique subtile des préjugés et de la paranoïa. Anecdote: le département des effets spéciaux ont proposé 2 designs pour la créature. Celui rejeté va être utilisé dans le film Les Survivants de l'Infini. On cause de ce film dans la partie 1, non? Oui? Eh ben on vous renvoie à la partie 1. L'actrice Kathleen Hughes n'a qu'un tout petit rôle dans le film, et pourtant elle figure en grand sur les affiches du film et est bien créditée à la fin du film. C'est que le studio Universal tentait d'en faire leur version de Marilyn Monroe. Il faut admettre qu'elle est sculpturale, mais n'est pas Marilyn Monroe qui veut. Bon alors on est vraiment... Mais alors, dans les années 50, mais à fond. Mais bien, mais vraiment, mais profond. Ah oui, là, c'est examen de la Oui, ah, vraiment, hein, on y est à fond. C'est pour vous dire, hein, le personnage féminin. Ses premières lignes de dialogue, et quasiment les seules, ça parle d'astrologie et de lien avec le mariage. C'est tout ce qui l'intéresse, hein. Mais n'empêche, elle a beau être super méga cliché, je sais pas pourquoi, moi je l'aime bien. Ah, c'est peut-être parce qu'elle est pas très peureuse, en fait. Ah, je sais pas, et puis c'est censé être la fiancée, si vous voyez, quoi. Je sais pas, ça fond. L'actrice est bonne, ça aide aussi un petit peu. Bah, moi, j'adore, je trouve ça trop mignon. Bah, franchement, quand elle gueule pour un rien, mais alors vraiment pour un rien, hein, c'est vraiment... Oui, bah, je sais que c'est une ombre, hein. C'est bon, hein. C'est spécial. Bon, c'est pas un gros budget, hein, mais n'empêche, on voit l'envie de raconter un film de science-fiction au mieux. De faire le mieux possible avec le petit... Et ça, j'aime bien. Alors, je peux vous le dire, hein, c'est la meilleure fin de tous les films Universal que j'ai vus de cette époque, hein, bien sûr. Si. Il pêche un peu des fois avec les fins, mais pas là. Là, elle est très bonne. Ah, ça m'a fait plaisir. Bon, on parle un tout petit peu de la couverture. Si, il faut, parce que c'est sur celle-ci, c'est au-delà du mensonger, hein, sérieusement. Oh, ben, je voulais vous montrer la couverture, mais ça arrête pas de briller. Bon, bah écoutez, je vais faire ma Miss Météo AliExpress, puis je vais vous dire, alors déjà, c'est mensonger, c'est pas en couleur, ce film, déjà. C'est non, ça, on dirait, mais non. Hein. Ensuite, eh ben, le violet, alors c'est très joli, parce que ça va avec ma tenue, hein, on est d'accord, mais n'empêche que non, pas d'accord. Ensuite, le monstre, hein, il ressemble pas du tout à ça, hein, il a qu'un œil, le monstre, dans le film. Alors, je spoil un peu, mais si on le voit assez vite, hein, donc non, ça joue pas. Et puis, cette actrice, hein, la belle blonde, là, au premier plan, vous savez qu'on la voit qu'1 minute dans le film. Alors, c'est mémorable, hein, mais qu'1 minute, hein. Puis elle se fait pas attaquer par les monstres, rien du tout, elle est juste dans un commissariat. Là, c'est spécial, hein. Et puis, on a l'impression que les deux personnages à l'arrière, on dirait hein, qu'on va pas les voir, mais non, c'est les personnages principaux d'une autre époque. Vous me direz, hein, aujourd'hui, dans les Blu-ray et les 4K, qu'est-ce qu'on fait du lait aussi, hein? Alors, je sais pas exactement, hein, quand ils ont décidé d'ajouter le monstre, mais il n'était pas là à la base. Non, et je trouve que son ajout, peut-être de dernière minute, sans doute, eh ben, c'est une excellente idée. Vraiment. Et puis, il y a un truc bien particulier dans ce film, c'est qu'il y a des longues tirades poétiques. Oui, je reprécise s'il y a besoin que tous les films, je les ai vus en anglais. Alors je disais, oui, ces longues tirades, c'est ridicule, mais je sais pas quoi, ça ajoute un peu de charme au film. Vous savez, ça le met en place dans une espèce d'univers un peu parallèle, c'est une autre époque. J'aime bien. Oh no, it's alive and waiting for you.
The sun will get you, the cold at night. 1,000 ways the desert can kill. Charmant, voilà ce qu'est ce film. Oh, il y a du charme. Ah, c'est... Alors on dirait une parodie presque, hein. Franchement, il y a tous les éléments en tout cas hein, pour faire une parodie. Mais non, c'est sérieux. On est à fond dedans. Hein, j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment le fruit de son époque. Ah, bah si. Et puis, il a une bonne intention. Ah, la plus importante, je dirais, de toutes, c'est divertir. Si, il y arrive très bien. Et je sais pas pour le peuple, mais en tout cas, pour Ginette, ça suffit. Suivant. Le fantôme de la momie. Oh là 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 là. Je m'attendais au pire pour celui-là. Faut dire que c'est le quatrième film de la franchise de la momie. Ça s'annonçait pas bien, hein, surtout vu la tronche des autres, hein, avant. Mais n'empêche qu'ils ont fait de très très bons choix sur ce film. Allez, présentation. The Mummy's Ghost, le fantôme de la momie, 1944. Il s'agit du quatrième film de la série La Momie. Dans ce film, le prêtre égyptien Youssef Bey est envoyé aux États-Unis par son ordre pour récupérer la momie de la princesse Ananka et la ramener en Égypte. Pour cela, il utilise Caris, la momie gardienne, pour retrouver Ananka, dont l'esprit s'est réincarné dans le corps d'une jeune femme américaine nommée Amina Mansouri. Alors que Caris traque Amina, cette dernière commence à ressentir d'étranges connexions avec l'Égypte ancienne et montre des signes de transformation physique. Bon, le synopsis, il vend pas du rêve. Et je dois avouer qu'en préparant ces vidéos, que j'ai un peu confondu ce film, le fantôme de la momie donc, avec sa suite La malédiction de la momie. Faut dire, ça se ressemble. Et pas qu'un peu. Anecdote! Lon Chaney Jr. était réputé très pénible, en particulier quand il était dans le costume de la momie. Mais il faut bien comprendre l'extrême inconfort du costume. Et le je m'en foutisme des studios. Quoi? C'est horrible? Bah tu devras déjà être content de faire un film même pourri de momie. Tu es payé alors tu la fermes. J'exagère à peine. Et le Lon Chaney Jr. n'avait pas de doublure pour ce film. Une autre époque. L'acteur, lors de cette scène, s'est d'ailleurs coupé, car le verre, qui aurait dû être faux, n'avait pas été remplacé par l'accessoiriste. Et c'est du vrai sang que l'on voit sur le menton de la momie. J'ai une affection très particulière pour ce film. Alors, il n'est pas très très bon, hein, j'admets, volontiers. Mais n'empêche qu'il y a des petites choses comme ça dedans qui le rendent vraiment, mais excellent à mes yeux. John Carradine, oh la John Carradine. Ah, il se donne à 300% dans ce film. Mais on se demande bien pourquoi. Ah bah oui, on est quand même dans une énième suite de momies fauchées, hein, on s'attend... Mais si, il est à fond dedans, c'est un bonheur à voir. Bon, la fille, malheureusement, elle joue un peu comme une quiche, si. Mais n'empêche que le personnage est intéressant, hein. Puis j'aime bien le fait qu'elle a les cheveux qui deviennent blancs au fur et à mesure du film. Bon, ça s'explique dans le film, bien sûr, hein. Bon, Lon Chaney Jr., le casté en momie, non, c'est pas une bonne idée. Oh, le pauvre, il a rien à faire. Puis en plus, il est pas aidé, il est un peu engoncé dans la momie. Hein, ça va pas, le maquillage est raté. Hein, son nez en particulier, c'est affreux. Je pense qu'il voulait faire quelque chose comme quoi il avait plus de nez, mais en fait, on a l'impression qu'il a 3 nez. C'est l'un sur l'autre, c'est Cyrano, là. C'est raté. Hein. Oh, mais j'ai beaucoup apprécié qu'il y ait un rappel à la pyramide. Ah, ils se sont pas ennuyés cette fois-ci. Hein, alors, concernant, ça ressemble un peu, mais c'est pas une pyramide, on dirait. Bon, par contre, j'ai un peu de la peine pour la momie, hein, parce qu'à chaque fois, elle doit se taper tous ces escaliers comme ça, puis elle traîne un peu la patou, hein, la bandelotée, là. Oh, le pauvre. Oh, la fin. Oh là, mais qu'est-ce que j'aimerais vous la spoiler, mais j'ai pas le droit. Mais qu'est-ce que... Oh, qu'est-ce que j'ai aimé ça. Oh, pas vu venir. C'est du très classique et du très bon marché. Mais c'est efficace. Très efficace. Je viens à l'élément le plus magique et le plus génial du film. Peanuts. Oh, Peanuts. Peanuts and I had a man-to-man talk this evening, and we both agreed that what she needs is a bodyguard, and he's convinced me that he's the man for the job. Peanuts. Oh, le brave toutou. Ah, plus brave que Rintintin, plus intelligent que Lassie, puis alors tellement plus cute que Benji la Malice. Oh, Peanuts, longue vie à Peanuts, gloire à Peanuts. Oh, suivant. Oh, Peanuts. Oh.
Frankenstein rencontre le loup-garou. Hein? En voilà une idée fun, hein, et bien amenée, je trouve. Allez, présentation. Frankenstein meet the Wolfman. Frankenstein rencontre le loup-garou, 1943. Ce film est l'un des premiers crossovers du cinéma d'horreur, réunissant deux des monstres les plus emblématiques de l'époque, le monstre de Frankenstein et le loup-garou. L'histoire commence avec la résurrection accidentelle du loup-garou, Larry Talbot. Désespéré par sa malédiction, Talbot cherche un moyen de mettre fin à son immortalité et à ses transformations en loup-garou. Ses recherches le mènent au château du docteur Frankenstein, où il espère que les travaux du célèbre scientifique contiendront une solution pour sa condition. Au château, Talbot découvre le monstre de Frankenstein, figé dans la glace. Après avoir libéré le monstre, Talbot espère que la fille du docteur Frankenstein, Elsa, pourra l'aider à trouver un remède. Cependant, les événements prennent une tournure dramatique lorsque le monstre de Frankenstein retrouve peu à peu sa force, menant à une confrontation épique entre les deux créatures. Ce crossover a ouvert la voie à d'autres films similaires de l'époque, où plusieurs monstres partageaient l'écran. Et la formule va être reprise. Oh, je sais pas, avec des super-héros par exemple. Mais oui, Frédéric contre Jackie. Enfin Freddy contre Jason. C'est le meilleur exemple niveau horreur. Ok, plus nanar, il y a Lac Placide versus Anaconda. Anecdote! Des tests d'audience n'ont pas apprécié la voix de Bela Lugosi émanant de la créature de Frankenstein. Ou plutôt, étaient morts de rire. Alors, la chose a été coupée. C'est bien dommage. Il disait qu'il était aveugle, alors maintenant on a une créature qui fait du 2 à l'heure, limite bourrée, et on comprend pas pourquoi. Remarquez, c'est marrant de penser que c'est peut-être un peu le karma qui a fait couper les dialogues de Bela Lugosi. Rappelez-vous avec Karloff. Flashback. Il est dit que Lugosi avait profité et usé de son influence pour avoir plus de lignes de texte et ainsi être bien mieux payé que Karloff, qui voyait sa carrière flétrir à cette époque. Et surtout, beaucoup d'émotions ont dû être coupées, enfin sucrées du film. J'imagine ce qu'a dû penser Karloff quand il a appris ça. Oh, vous êtes payé à la ligne, je crois. Oui. Bien fait. C'est bête. Grosse erreur. Je vous laisse, j'ai d'autres films à faire. Ah, Lon Chaney Jr. Là, par contre, il est vraiment très bon dans ce film. Ah oui, ça nous change. Si, très bien. En revanche, il fallait bien une mauvaise idée, avec cette foutue manie de caster tous les acteurs dans d'autres rôles, etc. Le Bela Lugosi. Ah non, ça c'était pas la bonne pioche, là, navré. Ah, déjà il a rien à faire, hein, en créature de Frankenstein. Oui, alors je comprends bien, dans le précédent film, il jouait aussi dedans. Mais là, il joue Igor, et puis c'est le cerveau d'Igor. Bref, ça reste une très mauvaise idée. Ah, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi tu transplantes un cerveau. Déjà, l'idée de transplanter un cerveau, c'est... Mais bon, bref, tu transplantes, et ça fait changer physiquement la personne. Non, alors, Bela Lugosi, qui joue Igor, ou d'autres personnages, il est merveilleux, fantastique, je dis pas. Mais la créature de Frankenstein, j'ai un peu l'impression qu'il n'y a que Karloff, enfin Boris, hein, qui s'en sort à peu près correctement là-dedans. Hein. Enfin, correctement, non, il est très bon, mais c'est le seul qui est très bon. Je sais pas pourquoi. Oh, puis moi, j'ai un peu de peine quand même avec cette espèce d'interchangeabilité des rôles, là, comme ça. Là, j'ai déjà dit, mais ça me perturbe un peu. C'est, tu le prends, là, il est populaire, alors tu le fous un autre rôle. Non, c'est pas toujours une bonne idée, hein. Je trouve que le film, malheureusement, perd beaucoup à cause de sa performance, alors que d'habitude, quand on lui fout un rôle, ça améliore l'ensemble du film. Là, c'est lui qui plombe le film. Mais comme le réalisateur a fait beaucoup de Sherlock Holmes, on sent qu'il y a quand même du savoir-faire pour raconter une histoire. Bon, la fin, comme souvent, elle est un peu abrupte. Boum. Mais bon, c'est pas très clair aussi comment ça se termine. On sait pas, l'ensemble est pas très clair non plus. Mais c'est pas grave. Ah, c'est du bon, hein. Pourquoi tous les scientifiques, hein, qui approchent des écrits ou de trucs de Frankenstein, pourquoi ils deviennent tous frappadingues, obsédés de devenir Dieu à chaque fois, et en 2 secondes? Au final, c'est juste 2-3 lignes, hein, sur un torchon qui te dit juste comment plugger cette espèce de morceau de chair comme ça pour lui redonner un petit peu d'électricité. C'est tout. À chaque fois. Non, à chaque fois dès qu'il s'en approche, plouf, frappadingue.
Alors, hérédité, oui, parce que souvent ils sont de la même famille, hein, plus ou moins, hein, le fils, le tonton, la nièce, on s'en fout. C'est A, mais n'empêche, c'est bizarre quand même. C'est fou. 2 secondes avant, ils sont non, la science c'est bien, il faut des codes et de moralité, et dès qu'ils tombent sur le truc, oh, tout de suite, pas me dire que c'est scientifique, mais non, c'est magique. Oh bah si, on est en plein charme là, c'est pas possible, hein, vous savez, avec le livre des ombres là. En ce jour et en cette heure, j'invoque le pouvoir supérieur. Oh bah non, la science c'est mal. Oh non, ça pue. Oh, pas bien, pas bien. Oh, non mais sérieux? Alors je sais bien hein, qu'on est en pleine guerre mondiale. D'accord, bon. N'empêche, je vais pas vous spoiler le truc. Mais la guerre mondiale, hein, elle s'est un petit peu achevée grâce à la science, hein? Si, hein? Oh bon. Oh, les 2 actrices. Oh, mais elles sont extraordinaires, hein? Mais vous imaginez deux bonnes dans le... Oh, puis une qui est pas là pour être sexy en plus. Oh, bah c'est impressionnant. Ah, dis donc. Ça, c'est Universal en tout cas. Hein? Et puis c'est tout pareil aujourd'hui en fait. Oh, bah il y en a une, elle jouait déjà dans L'Invisible Agent. Hein, pas le même personnage, mais n'empêche, elle jouait dedans. Hein, elle était bien dans les 2. Les décors sont bien. Hein, l'action, elle est bien. Les scénarios, il est bien. Ah, c'est... Et franchement, si Karloff avait pu reprendre son rôle de la créature, on aurait eu un film plus que bien. Ah, allez, next. L'homme invisible. Alors je vous avoue que c'est un peu une surprise de le voir là, parce que je pensais qu'il serait beaucoup plus loin dans le classement, oui, même dernière place, mais parce que j'ai pas aimé ce film. Mais s'il est là, c'est grâce au système de points. Ah bah oui, ah, c'est pas non plus comme mon appréciation, j'ai pas juste pris des notes et puis après j'ai mis... Non, j'ai mis des points, vous voyez, scénario, 1 point, action, 1 point, divertissement, j'ai mis une certaine note, et puis c'est une question de points. Et il est arrivé très très haut grâce à ces points. Voilà, parce que bon, allez, présentation. The Invisible Man, l'homme invisible, 1933. L'histoire suit le docteur Jack Griffin, un scientifique brillant mais obsédé qui découvre un sérum capable de rendre une personne invisible. Après avoir testé la formule sur lui-même, Griffin devient effectivement invisible, mais réalise rapidement qu'il ne peut pas inverser le processus. L'invisibilité commence à affecter son esprit, le poussant progressivement à la folie. Griffin devient de plus en plus dangereux, utilisant son invisibilité pour commettre des crimes, terroriser la population et planifier une domination mondiale. L'homme invisible est salué pour ses effets spéciaux révolutionnaires pour l'époque, qui ont permis de représenter de manière convaincante l'invisibilité de Griffin. Anecdote: les effets d'invisibilité étaient obtenus en filmant l'acteur, la peau recouverte de tissu noir devant un fond noir. C'est l'ancêtre du fond vert. Oh, les effets incroyables de ce film. Oui, enfin bon, admettons. Oh bah c'est sûr qu'aujourd'hui on se casserait moins la nénette hein, sur ce genre de film. Ah ça c'est sûr. À signaler quand même, pour dire un truc positif, ils sont bons même en images restaurées. Il y a d'autres trucs invisibles où ça passe pas. Hein. Vous savez, on voit vraiment, on voit le fond, on voit comment ils ont fait les effets, on voit les ficelles, on voit les... Ah là ça va. N'empêche, quand il est censé marcher dans la neige, il est censé être cul nu, le monsieur. Hein? Pourquoi on voit pas ses pieds? Ben non, on voit des chaussures. Hein? Voilà. Mon problème, c'est que l'invisible, il commet des crimes insensés, débiles et incompréhensibles. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Même, je comprends pas. Bon, je trouve que le film est clairement bancal. Si... En fait, il est bancal dès l'arrivée de la police. Dès qu'elle arrive, alors là, on bascule. Hein, dans une espèce de truc comique. Je sais pas, ça me paraissait assez sérieux. Alors, pas dark non plus, mais sérieux. Et là, tout d'un coup, pouf, dès qu'elle est efficace. Ah, mais cette équipée, là, elle prend pas une seule bonne décision, hein. Non, mais c'est triste. C'est pas drôle. C'est gênant. Vous voyez, c'est... Oh, ils sont cons. Oh, mais non, on peut pas faire ça. C'est... Oh, c'est pas le moment, quoi, de critiquer ce que tu vois dans le film. Bon, l'actrice principale, ça va. Gloria Stewart quoi va interpréter Rose dans Titanic en 97. Ah, d'accord. Ah, oui, pas reconnu, hein, forcément, il y a un petit décalage d'âge, mais... Ah, Ah oui, donc c'est Rose quand elle est âgée. Ah, oui, alors j'aime toujours pas ce personnage, mais vraiment pas. Ah, moi je peux pas, le coup du diamant là dans l'eau, là. Oh, j'ai fait tomber le diamant, il y a tout le monde qui court après, je peux pas. J'ai toujours envie de lui siphonner la moelle épinière à la Rose, là. Oh, et l'aubergiste. Ah, elle en fait des kilos, hein, c'est... Oh, fou là là, elle est généreuse, là, tiens.
Mais n'empêche que moi, je trouve que ça joue. Tu vois, contrairement à la police, parce que la police, on s'y attend pas. Alors que l'aubergiste, je m'attends à ce c'est un petit peu le comique de service, c'est court. Oh, elle est bien, moi je l'aime bien. L'acteur que l'on entend et que l'on ne voit pas, alors c'est particulier dans celui-là, parce qu'on le voit vraiment très peu, hein, dans celui-là, et ben c'est le grand Claude Rains, on s'en fout. Ah, oui, le fantôme de l'opéra, j'en ai déjà parlé. Ah, j'en pense rien. Il est pas bon, il est pas mauvais, il est là, il est... Ouais... Ah. Alors le début du film, par contre, est vraiment très bon. Mais dès que la police, elle arrive... C'est dommage. Oh, mais moi je trouve ça regrettable au début du film. On nous mâche pas le truc, on nous prend. Et c'est bien, je sais pas, il y a une volonté de faire réfléchir le spectateur. Et dès le moment où il y a les flics, et là à la fin et tout, là on nous prend carrément pour des idiots, des imbéciles. C'est bizarre quand même de nous forcer à réfléchir pour ensuite pour nous prendre pour des idiots. J'ai quand même un petit peu l'impression qu'ils ont pas voulu aller jusqu'au bout du truc. Ah, vous voyez, ils ont pas voulu, ils ont pas osé faire un truc vraiment sombre et très adulte. Donc ils se sont dit, allez, on fait presque 2 films en un, quoi. Peu dommage. Bon, allez. Suivant. Ah, la femme loup. Allez, présentation. She-Wolf of London, la femme loup, 1946. L'histoire se déroule à Londres, où Phyllis Allenby, une jeune femme sur le point de se marier, commence à craindre qu'elle soit victime d'une malédiction familiale qui la transforme en loup-garou. Des attaques violentes surviennent dans le parc voisin, et Phyllis se réveille chaque matin avec du sang sur ses mains et ses vêtements déchirés. La femme loup se distingue par son ambiance de suspense et de mystère, plutôt que par des effets spéciaux ou des transformations spectaculaires. Le film joue sur les thèmes de la peur, de la folie et de l'héritage familial maudit. Anecdote, le film est sorti dans le cadre d'une double affiche avec The Cat Creeps. Contrairement à la plupart des grands studios, Universal Pictures n'avait pas de chaîne de cinéma et vendait souvent ses films d'horreur et de série B en double affiche, ce qui rendait les films moins vendeurs, plus attrayants pour les cinémas indépendants. J'ai pas grand chose à dire sur celui-là, si. Alors tout le casting, enfin la majorité du casting est féminin. C'est très original. Hein, non mais c'est bien, hein, elles sont pas toutes égales au niveau qualité de l'acting, mais bon ça va. Par contre ça fait très pièce de théâtre. Mais là, ça fonctionne. C'est bien joué, bien filmé, et puis c'est bien construit. Oh, l'histoire est intéressante, hein. Puis ça nous change d'avoir un petit peu de mystère et d'intrigue comme ça dans un film de monstres. Oh, le brouillard est sublime. Ah si, ça crée une ambiance. Oh là là, grand mérite, hein, quand il y a du bon... Oh, j'adore. C'est très lent, hein, attention. Et puis alors, ça cause. Puis il n'y a pas beaucoup d'action non plus. Mais bon, en revanche, c'est très court. Je dirais juste une toute petite chose, hein. C'est grandement dommage, ça se dit aussi, bon, c'est grandement dommage hein, que le film est grandement pompé, oui tais-toi, hein. Oui, qu'il est grandement pompé sur un autre film, hein, sorti un petit peu de temps avant. Alors je ne dirais pas quel film, comme ça je vous spoil pas, les trucs, ce qui est quand même un peu plus connu l'autre film. Donc si jamais, rendez-vous dans les commentaires, si jamais il y a quelqu'un qui devine, je ferai que confirmer la chose, hein, vous avez... J'arrive pas... Oh, c'est un film qui a du chien. Vous savez, il a du chien, la femme loup. Hein? Elle a du chien, la femme loup. Bon, c'est un bon petit film. Voilà, allez, suivant. La maison de Frankenstein. Ouh là. Alors c'est un film très particulier et très spécial, surtout dans sa construction. Allez, présentation. House of Frankenstein, la maison de Frankenstein, 1944. Ce film est le deuxième crossover de l'univers des monstres Universal, réunissant plusieurs créatures emblématiques dans une même histoire. Le monstre de Frankenstein, le loup-garou et Dracula. Et bien sûr, ils voulaient mettre la momie aussi, mais ils ont pas pu. Pour des questions de budget. Et comme souvent, je dirais, moins, c'est mieux. L'intrigue suit le docteur Gustav Niemann, un scientifique fou qui s'évade de prison avec son acolyte bossu, Daniel. Niemann est déterminé à se venger de ceux qui l'ont emprisonné et rêve de poursuivre les expériences du célèbre docteur Frankenstein.
En cours de route, Niemann rencontre le comte Dracula, qu'il utilise pour ses propres fins, avant de se rendre au château de Frankenstein. Là-bas, il découvre le corps gelé du monstre de Frankenstein et celui de Larry Talbot, le loup-garou. Niemann réanime les deux créatures, espérant se servir d'elles pour accomplir ses objectifs maléfiques. La Maison de Frankenstein est un film qui capitalise sur la popularité des monstres d'Universal, offrant aux fans la possibilité de voir plusieurs de leurs créatures préférées interagir dans une même histoire. Anecdote: la scène dans laquelle l'ombre de Dracula se transforme en chauve-souris a été réalisée par Walter Lantz, expert en animation chez Universal, qui a également créé la star de dessin animé la plus populaire du studio, Woody Woodpecker. Un marrant, Universal employait normalement une actrice pour doubler les cris des actrices dans les films. Mais le cri d'Elena Verdugo a si bien fonctionné qu'ils l'ont gardé. Il paraît que des ancêtres de la Verdugo possédaient le terrain où se tient le studio Universal. Là c'est de la micro-anecdote, du micro-pupille d'anecdote. Mais je peux faire pire. Ce cri-là, eh ben il est repris du fils de Frankenstein, interprété par Boris Karloff. Glenn Strange, qui joue le monstre de Frankenstein, a beau être le moins connu des acteurs à avoir endossé le rôle de la créature chez Universal, c'est son apparence qui va être le plus utilisé pour dépeindre la créature, avec les jouets, les figurines et les costumes. Eh oui, Boris Karloff, qui joue dans le film et qui est le plus connu à avoir incarné la créature, a donné des cours à des conseils à Strange pour incarner la bestiole à boulons. Bon, alors je le dis d'office, carrément tout le monde, enfin tous les personnages sont détestables dans ce film. Me semble pas dérangé. Oh bah Dracula, il est juste incroyable dans ce film. Si, hein, c'est le jeune Carradine, encore lui, toujours. Ah, bon, et malheureusement, il est présent que sur le premier tiers, mais bon, c'est déjà bien un tiers bon. Plutôt que tout le long Ouais, mais non, j'aurais bien aimé tout le long blanc. Ça aurait été sympa. Ah, ouais, non, il est... Alors, c'est très bizarre, la construction. Parce que ça rappelle un peu un film... Qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, anthologie. Oui, c'est le mot. Voilà, merci. Ah, c'est un peu comme VHS. Non, voici, j'ai vu, mais bon. Oui, alors oui, Creepshow. Ouais, ça te dit rien, forcément. Trick and treat. Trick and truc. Ah, enfin, tu vois comment. Ouais, on m'appelle un peu. Le bossu est aussi très bon. J'ai complètement oublié qu'il y avait un autre bossu. J'avais parlé de la femme bossu avant dans l'autre. Mais là, si, il y a un bossu aussi. Donc là, bon, bah écoutez, il est très bon, mais ça reste pas le bossu de Notre-Dame. Ah, c'est juste un homme avec une bosse. Alors techniquement, c'est un bossu. Le scénario, il est vraiment bien. Si. Et puis l'action, elle est très bien. Les scènes de diligence. Je l'ai vu cette fois-ci. Ah, il est bien. Ah, vraiment très très bien. Oh, puis les jeux d'ombre, là, c'est... Oh, j'ai beaucoup aimé. C'est joli et bien fait. Bon, on en parle de Karloff, non? Il arrive, il te bouffe le film. Ah, complet. Il est là, il n'y a plus de film. Ah, il bouffe tout. Alors, Lon Chaney Jr. Alors, j'ai pas de problème avec l'acteur. Ah, c'est pas... Il joue très bien, c'est pas ça le problème. C'est juste le personnage que je trouve un petit peu... Bon, on en parle du flambi de service. Ah, la Esmeralda AliExpress. Là, c'est... C'est qui tombe en 2 minutes amoureuse. Enfin, 1 minute. Ah, j'ai entendu 30 secondes. Ouais, c'est fou. Ah, puis alors elle est dégoûtée juste dès qu'elle voit une bosse. Hein. C'est avant, elle a les yeux qui pétillent. Moi, ça entendu, j'ai que moi la bosse. Bon, je dois admettre que la coureuse de rempart, enfin le personnage, si un petit peu l'actrice, elle est un peu nigaude comme j'aime. Ah si. You're mean and you're ugly. I hate you. C'est vraiment... je trouve que c'est une bonne relecture, hein. C'est très très sympathique comme ça, l'envie de mélanger tout ça, de mixer. Ah, c'est bien frais, j'aime bien.
Oh, je suis forcé de reconnaître que je suis encore sur la rondelle, hein, à quel point les scènes d'action sont top, les cascades, Vraiment, je m'attendais pas autant d'action dans ce genre de film. Oh, vraiment, c'est sympa, vraiment. Allez, suivant. Frankenstein, 1931. Je dois en dire plus? Présentation. Frankenstein, 1931. Basé sur le roman Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley, publié en 1818 alors qu'elle n'avait que 19 ans, ce film est l'un des plus emblématiques de l'histoire du cinéma. L'histoire suit Henry Frankenstein, un scientifique brillant, mais obsédé par l'idée de créer la vie à partir de la mort. Avec l'aide de son assistant Fritz, il récupère des parties de cadavres pour assembler un corps, dans l'espoir de lui insuffler la vie grâce à l'électricité. Le point culminant de son expérience survient lors d'une tempête où Henry parvient à animer sa création. Une créature immense et puissante. Hélas, le monstre rejeté par son créateur et par la société. Sa solitude et son incompréhension du monde qui l'entoure le poussent à des actes violents. Frankenstein est salué pour ses performances, en particulier celle de Boris Karloff, qui a créé une interprétation mémorable du monstre. Le film est également reconnu pour son ambiance terrifiante, ses décors imposants et ses effets visuels novateurs pour l'époque. La scène emblématique de l'animation du monstre avec les mots « It's alive, it's alive » est devenue une des répliques les plus célèbres du cinéma. Anecdote, le grand make-up artiste Jack P. Pierce a pris de grandes libertés pour le design de la créature. Dans le livre, il est plus ressemblant à un zombie cadavérique aux cheveux longs. Mais la création de Pierce est sans doute l'une des plus réussies de toute l'histoire du cinéma. 4 heures pour maquiller la bête tout de même. Et le tout est extrêmement inconfortable, surtout en plein été. Mais est-ce que j'ai besoin de le dire? Oui, Bela Lugosi, encore lui, devait initialement jouer le docteur. Et puis la créature. Mais la créature, à ce moment du script, n'était qu'une bête machine à tuer. Et le réalisateur a été changé le tournage à peine commencé. Par exemple, la scène du moulin en feu, elle a été filmée par le premier réalisateur, Robert Fleuret. Le nouveau réalisateur, James Whale, qui était très bien vu des studios Universal, il a même pu choisir parmi une liste imposante quel film il voulait réaliser. Il va suggérer de grands changements et a demandé à Boris Karloff d'auditionner. Oh, comme on l'a déjà dit, 10 ans plus tard, Bela Lugosi jouera enfin la créature et il aura enfin des dialogues comme il voulait. Bah hélas, ils ont été coupés. J'adore cette histoire. Navré, Bela Lugosi, Shane Junior est Strange, mais Frankenstein, c'est Boris Karloff. Le film est un immense succès pour Universal. Le film a rapporté 45 fois plus que son budget. Beaucoup d'acteurs et de réalisateurs ont renoncé au film, pensant qu'il était ridicule, voire qu'il s'agissait d'une blague. Colin Clive aurait pu être un des plus grands acteurs de son temps, tellement il était apprécié en tant qu'acteur et en tant que personne. Hélas, comme beaucoup de gens de cinéma à cette époque, et pas que, il était un grand alcoolique et il sera emporté par une tuberculose à 37 ans, 2 ans après avoir tourné la suite de Frankenstein. C'est bien triste. Le film n'a pas été conçu comme un film d'horreur. Le terme n'est apparu que 3 ans après la sortie de ce film. Oui, Karloff, il est incroyable dans ce film. Je le dis, je le répète, Karloff, il est bon quoi qu'il fasse. Enfin, moi, je trouve. Bon, c'est que moi ou on dirait un peu l'histoire d'un handicapé? Enfin, de l'époque? Si, c'est quand même un petit peu lourd le sous-texte. Oui, je sais que le réalisateur était ouvertement homosexuel. Puis alors, 1931 quand même, hein, vous voyez, cette époque-là, ça me paraît insensé d'être ouvertement homosexuel à cette époque-là. Alors le réalisateur, il fera aussi L'Homme Invisible. Et là, si on y pense aussi, c'est un petit peu la même thématique, vous savez, la honte, l'envie d'être caché, et le fait d'être, tu sais, pas vouloir redevenir comme tout le monde, être aidé par la science, mais pas trop, puis ça te trahit. C'est un peu, peut-être que moi, mais je trouve qu'il y a du lien dans le choix des trucs, puis comment c'est abordé. Le réalisateur a été décorateur. Eh bah ça se voit. Oh bah si, c'est beau de partout ce film. C'est comment tu... Chaque plan, c'est spécial.
La photographie, les angles, mais il y a tout qui est tordu dans ce film, comme le monstre. Ah, c'est magnifique, hein. Les fringues de la fiancée. Oh, bon, elle est pas très épaisse, hein, enfin, le personnage. Mais alors, ces tenues, Bon, parfois, hein, surtout dans la partie course-poursuite avec les villageois en colère, hein, la scène habituelle, hein, et on voit un peu trop le fond. Si, on voit que c'est un fond qui est peint, hein, que c'est pas un vrai fond, on voit que c'est tout fait en studio. C'est un petit peu dommage, mais je dirais que c'est de nouveau la version restaurée. Ah bah oui, elle est cruelle la version restaurée pour ces films de cette époque. Mais n'empêche, tout est beau. Il y a un problème majeur dans ce film, malheureusement, qui ne lui permet pas d'être un peu plus haut dans le classement. C'est l'absence de musique. Oui, comme Dracula, même problème à tout matin. Kiff Borico. Mais n'empêche que ça manque. Je trouve que ça complète une ambiance, de la musique. C'est très beau ce film, je le répète, mais on a un petit peu l'impression de voir de très beaux tableaux dans un musée. Mais pas forcément un film. Voyez? Oui, c'est beau. Il y a des partout. C'est vraiment... Puis il y a beaucoup de scènes cultes en plus. Oh là là, il y en a beaucoup. Mais bon, allez, suivant. Le loup-garou. Oh, alors lui, je l'ai aimé. Oh, qu'est-ce que j'ai aimé ce film. Allez. Présentation. The Wolfman, le loup-garou, 1941. Ce film est l'une des œuvres les plus célèbres du cinéma d'horreur classique, introduisant le personnage emblématique du loup-garou dans l'univers des monstres d'Universal. L'histoire suit Larry Talbot, un homme qui revient dans son village natal après la mort de son frère. En visitant une boutique d'antiquités, Larry rencontre Gwen Conniff, dont il tombe rapidement amoureux. Lors d'une soirée, Larry et Gwen visitent une troupe de gitans où Larry est attaqué par un loup après avoir tenté de sauver une femme. Il parvient à tuer l'animal avec sa canne en argent, mais il est mordu dans la lutte. Peu après, il apprend que le loup-garou qui l'a tué était en réalité un homme, Bella, un gitan maudit. La mère de Bella, Maleva, avertit Larry qu'il est maintenant victime d'une malédiction. À chaque pleine lune, il se transformera en loup-garou, une créature mi-homme, mi-bête, qui perd tout contrôle et devient un danger pour ceux qui l'aiment. The Wolfman est acclamé pour sa performance poignante de Lon Chaney Jr., qui capture la tragédie de Larry Talbot, un homme piégé par une malédiction qu'il ne peut pas contrôler. Le film est également reconnu pour son atmosphère, ainsi que pour son maquillage emblématique, créé par Jack Pierce, qui a défini l'apparence du loup-garou au cinéma. Anecdote, le loup qui attaque Larry était l'animal de compagnie de l'acteur Lon Chaney Jr. Il paraît que Bela Lugosi, encore et toujours lui, voulait le rôle principal. Il aura un rôle que très secondaire, mais son personnage s'appelle Bella. Amusant. Dans la catégorie rumeur, Evelyn Ankers. Elle a eu du mal à travailler avec Lon Chaney Jr. Il était vénère qu'on lui ait attribué sa loge. Il paraît que le studio voulait le punir pour avoir vandalisé les biens du studio alors qu'il était bourré. L'acteur la cherchait constamment, il aimait se faufiler derrière elle, maquillé en loup-garou pour lui foutre les boules. Et c'était pas pour faire petite blague entre potes. L'église où se rend Larry est la cathédrale qui a servi de décor au bossu de Notre-Dame, dans lequel Lon Chaney, le père de Lon Chaney Jr., tenait le rôle titre. Ce n'est pas la première fois que l'on décrit le loup-garou vulnérable à l'argent, mais ce film va vraiment instaurer cette particularité. Il n'est pas vraiment expliqué pourquoi le premier loup-garou se déplace sur 4 pattes et le suivant seulement sur 2 pattes, et ressemble grandement à un humain. Maria Ouspenskaya était une actrice russe et professeure de théâtre. Elle signe avec ce film une performance incroyable et très différente de ce que l'on voyait des personnages féminins de l'époque. Le studio a craint le pire quand le film est sorti 2 jours après l'attaque de Pearl Harbor. Mais non, comme j'ai déjà dit, je pense que le public veut toujours se divertir, même en temps de crise. Et les films d'action et d'horreur sont parfaits pour ça. Le film est un des plus gros succès d'Universal à l'époque. Claude Rains, qui joue le père du personnage, incarné par Lon Chaney Jr., a joué le fantôme dans Le fantôme de l'opéra pour Universal, comme le père de Lon Chaney Jr. à la ville, Lon Chaney. Ah ben j'arrive pas, là, c'est les mêmes noms. Alors ça percute pas le tampon, tu vois, j'y arrive pas. Alors la gitane et puis Bela Lugosi,
Oh, les deux personnages, hein, ils sont pas là longtemps, mais alors, ils sont vraiment très très bons et très bien écrits. Hein. La scène psychédélique, là, oh, elle est trop bien. Alors j'adore parce que ça joue un petit peu sur le côté folie médicale, hein, vous voyez, un petit peu psychologique, psychiatrique, un petit peu, c'est... Bon, les effets de transformation sont pas top. Bon, il y a un truc aussi un petit peu particulier, hein, c'est qu'on a l'impression quand il marche, hein, le loup-garou, on a l'impression qu'il est sur des talons aiguilles. Si, un petit peu. Oh, je critique pas, hein, c'est m'en dirait un petit peu moins en fin de journée à la boucherie, quoi, c'est... L'ambiance, oh les décors, oh dis donc, c'est beau, c'est intriguant. Alors comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, on va écouter une musique qui rappelle énormément Batman de 1989. Les dialogues, ils sont très très bons. Bref, c'est tout du très très bon, c'est à voir, mais absolument, je pense. Hein. Puis alors, Lon Chaney Jr., il est excellent dans ce film. Vraiment, c'est un bon film à voir, vraiment très très bon, et peu importe comment tu vois le Rubicon, c'est pareil, c'est bon, vraiment. Allez, suivant. Dracula 1931. Non, pas besoin de se la jouer à la Twilight Zone, hein, de régler votre téléviseur. Non, pas besoin de dire qu'il n'y a pas de bug. Je suis pas en train de faire un AVC non plus. Non, si. Mais cette fois-ci, je parle de la version espagnole. Ah, allez, présentation. Dracula 1931, version espagnole. Ce film a été tourné simultanément avec la version anglaise, mais avec un casting et une équipe technique différents. Alors que la version anglaise met en vedette Bela Lugosi dans le rôle de Dracula, la version espagnole présente Carlos Villarreal dans le rôle du célèbre vampire. L'intrigue suit la même histoire que la version anglaise. Nous vous renvoyons donc au début de cette vidéo pour le synopsis. Bien que les deux films partageaient le même scénario et les mêmes décors, le travail de George Melford, le réalisateur, a permis à la version espagnole de se distinguer en tant qu'œuvre à part entière, qui est parfois considérée comme supérieure sur le plan technique et artistique. Le film est aussi notable pour la performance de Carlos Villarreal, qui offre une interprétation différente de Dracula, moins théâtrale que celle de Lugosi, mais tout aussi effrayante. Anecdote, on se demande tous un truc. Ben pourquoi? Bon, c'est facile à comprendre. C'est que les films muets, c'était facile à vendre à l'étranger. C'est muet, hein. Mais le doublage, comme le cinéma parlant, en était à ses débuts. Alors ils ont eu l'idée de faire une version pour le marché espagnol. Et on s'imagine que si ça prenait, on aurait eu droit à plein d'autres films dans différentes langues. Mais c'est plutôt le doublage qui a percé. Bien que tout est similaire, du scénario au décor, les différences sont également nombreuses. Le film est plus long que sa version anglaise, plus effrayant. Et aussi plus sexy. Qu'est-ce que c'est ça? Le réalisateur ne parlait pas espagnol. Hein? Quoi? Original? Bon, pour finir, moi je veux un petit Dracula Spanish. Juste pour la route, là. Dracula. J'adore. Donc, c'est tout quasi pareil du même lieu, quoi. N'empêche, tout est quasi mieux dans cette version. Si. C'est même intéressant hein, de comparer les deux versions. Hein, et puis de voir à quel point y a tout qui marche mieux dans celle-là. Presque. Ok, le Bela Lugosi, il est nettement meilleur dans la version... Il est pas mauvais dans la version espagnole, mais il est bien meilleur, Bela Lugosi, dans la version américaine. Par contre, les deux Van Helsing, je trouve qu'ils se valent. Sinon, tout le reste, tout est mieux. Même l'absence de musique, oui, parce qu'il n'y en a pas non plus dans celui-là. Déjà, il y en a un tout petit peu plus, il y a une fois une orchestration, enfin un orchestre qui joue, et une autre fois un petit peu de musique aussi. Donc déjà, et puis déjà, comme il maîtrise un petit peu plus les transitions, il y en a, hein, et que l'objet fait plus film, tout est plus filmique, on sent moins, en fait, le manque de musique. Je sais pas, ça c'est plus fluide, ça fait plus film. L'ambiance est tellement plus intéressante. Oh, si, puis les décors. Mais c'est les mêmes, hein. Mais pourtant, ils sont tellement plus beaux, tellement plus mis en valeur. Puis on voit les détails, on passe plus de temps, on choisit d'autres angles.
Bah, c'est les mouvements de caméra, hein, ça change tout, hein, c'est... Hein, qu'est-ce qu'il y a dit, technique, hein? Les travelling, ah oui, travelling, oui. Eh ben, c'est le travelling, voilà. C'est fou, hein, comme... Allez, il n'y a pas que ça qui est mieux, hein, mais n'empêche que le travelling, mais ça vous change, ça parle un langage filmique, c'est poétique, c'est intriguant, c'est... Ah, c'est très bien filmé, hein, bah oui, on peut comparer, là, bah, chapeau, hein, c'est pas mauvais, hein, la version anglaise, mais là, c'est vraiment, waouh, ah, puis même la fin, elle est mieux, si, puis tout est mieux expliqué, aussi, hein, Ah, ben, le nombre de scènes cultes, hein, qui m'ont vraiment marqué, impressionnant. Oh, mais je le dis et je le redis, mais qu'est-ce que c'est beau, un travelling, hein? Oui, on va pas zoomer, les gens vont comprendre que c'est pas un travelling, j'ai bien compris. Bon, enfin, avec les moyens du bord, bah oui, hein, moi, je suis pas au cinéma. J'ai pas très honte, je vous ai dit. Non, mais même si un jour, même si je reçois plein de pognon, je pourrais pas me payer un rail non plus, hein? Ou un rail, oh, chut! Puis je vais vous dire, il y a même du décolleté dans ce film. Si! Il y a même un peu du nichon. Si! Moi, j'adore, hein. Alors, le Dracula, il est pas mauvais, hein, dans celui-là, hein, faut pas dire, hein. Mais il est quand même plus agressif, un peu plus pervers. Ce qui a plus de sens, en fin de compte. Mais, hein, n'empêche que Ligodi est mieux quand même, hein, c'est charismatique. Ah, celui-là, il est plus menaçant. Alors, bien sûr, je comprends que la version américaine, eh ben, c'est elle qui est la plus connue, la plus populaire, je comprends bien. N'empêche que cette version, elle vaut vraiment la peine d'être vue. En plus, hein, au jour d'aujourd'hui, il y a pas mal de versions. Attendez, j'ai même pas vérifié. Oh, bah, je viens de vérifier. Bah oui, hein, parce que j'ai 2 fois Dracula. Je l'ai dans ce coffret Blu-ray, et puis je l'ai dans ce coffret DVD. Hein, parce qu'il fallait avoir tous les films, et il n'y avait pas tout partout. Mais bon, bah bref, même dans celui-là, il y a la version Espingouin aussi. Oh, c'est bien. Donc vous voyez, hein, vous la trouvez facilement, la version espagnole, généralement, des DVD, des Blu-ray. Vous vraiment la peine. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de voir la version américaine, de bien la critiquer à fond, hein, genre vous écrivez sur une feuille de papier, vous écrivez les trucs, oh, du gaboudin, oh, j'aime pas, le pénis de Hugo me plaît... Non, je plaisante. Hein. Vous dites tout ce qui vous dérange, tout ce qui vous plaît pas, puis après vous regardez la version Espingouin, et vous voyez si la version espagnole, elle a un petit peu mieux répondu à vos attentes ou pas. Alors je pensais pas l'inclure, ce film. Pas du tout, bon, du coup ça aurait fait 30, ça aurait été un peu foiré, mais n'empêche que je pensais pas l'inclure. Eh ben dis donc, oh, et qu'est-ce qu'il est bien ce film chez Chiant, grande surprise, vraiment c'est, oh, c'est du très bon, vraiment. Allez, suivant. Le retour de l'homme invisible. Oh, lui je l'aime, allez, présentation. The Invisible Man Returns. Le retour de l'homme invisible, 1940. Le film est la suite du classique L'homme invisible de 1933. Il présente une nouvelle histoire et un nouveau personnage. L'histoire se déroule autour de Geoffrey Radcliffe, un homme injustement accusé de meurtre et condamné à mort. Alors qu'il attend son exécution, Radcliffe est secrètement aidé par le docteur Frank Griffin, le frère du premier homme invisible, qui lui injecte le sérum d'invisibilité pour l'aider à s'échapper de prison. Radcliffe, maintenant invisible, doit trouver le véritable meurtrier pour prouver son innocence tout en luttant contre les effets secondaires du sérum qui menacent de le rendre fou, tout comme son prédécesseur. Le film met en vedette Vincent Price, dans son premier rôle important dans le genre de l'horreur, bien que sa présence à l'écran soit principalement vocale en raison de l'invisibilité de son personnage. L'intrigue du film mêle éléments de thriller et de science-fiction, tout en continuant d'explorer les dangers de la science incontrôlée. Le retour de l'homme invisible reste un film apprécié pour son atmosphère tendue, son humour, ses performances solides et ses innovations techniques dans le domaine des effets spéciaux. Anecdote: le réalisateur ne parlait pas anglais et l'acteur principal, Vincent Price, lui, parlait allemand et a dû souvent traduire les instructions du réalisateur. Décidément. Vincent Price. Je dois dire autre chose? Ok, on le voit que 30 secondes, certes, mais n'empêche que c'est sa voix qui vous accompagne tout le film. Et quelle voix! Oh, quelle présence, si je puis dire! Oh! Car contrairement au premier, invisible, Claude Rains, et ben là, le Vincent Price, eh ben, il cabotine à mort, oui. Ah, bah sur ce coup-ci, cabotine. Ah, j'ai du vocabulaire et de l'éducation. Ah, comment ça, non? Hein? Tu veux la baguette dans le fion? Ah, je m'en fous qu'elle perde tous ses pouvoirs, hein. C'est comme s'ils avaient refait l'homme invisible. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de lien avec l'homme invisible, mais tout en mieux.
J'adore la caméra qui suit l'homme invisible, hein, comme si on était derrière lui. Ou alors à d'autres moments où le personnage cherche l'homme invisible du regard, un petit peu comme nous, hein, parce qu'on le voit pas. Il y a plein de petites trouvailles et puis des effets qui sont mieux amenés, plus dynamiques dans ce film-là que dans l'homme invisible. Hein. Alors ouf, le flic est top et il est très intelligent. Oh, ça nous change. Bon, alors il y a un tout petit truc qui m'a laissé dans la perplexitude. C'est le début, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu difficile à expliquer, mais disons qu'il y a un meurtre qui a lieu, on le sait, mais on le voit pas. Donc, à aucun moment, on voit juste quelqu'un en prison qui essaie de trucs, puis on s'imagine qu'en fait, c'est ça l'intrigue, en fait, qu'on va essayer de trouver, qui sait quel tort, mais pas vraiment. Alors, faut un petit peu s'accrocher. C'est juste que ça fait un peu bizarre hein, qu'on nous prenne pas pour des imbéciles, hein, parce que d'habitude dans ce genre de film on te tout surexplique tout. Voilà, on te met tous les cartes et tous les éléments, il y a rien de secret et tout. Là c'est un petit peu compliqué à démarrer, ça va. Hein. Bon, alors je dois dire un truc, il y a dans les chiens, ah les cabots, j'adore ça, c'est Clover Rapinets. N'empêche, il y a un chien qui m'a un petit peu saoulé le gigot, si, un peu beaucoup même, c'est, bon, ça dure que 5 minutes, hein, mais n'empêche que, il m'a presque donné envie de prendre qu'est-ce qu'ils prennent les enfants là, qui sautent partout, hein? Non, pas une main dans la gueule, non, qu'est-ce qu'ils font? Pas de la vodka, on leur donne des médicaments, voilà, la rilaline, voilà, c'est ça. J'avais dit bon, j'ai eu envie d'en prendre là pour me, hein. Alors il y a de l'action, bah si, hein, c'est à la fin, hein, oh puis il y a de l'humour, hein, puis surtout alors j'ai bien mieux compris le personnage. C'est forcément, on se promène, on se dit moi qu'est-ce que je ferais si j'étais invisible, hein, donc là j'ai un peu mieux compris ses actions. C'est assez adulte, hein, parfois, ce film. Si, c'est un peu dur, un petit peu. Mais alors, bon, Vincent Price. Price. Oh là, alors lui, ça vous change un film. Hein, ça vous... moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Il est trop fun. C'est tout. Oui, il y a beaucoup de scènes cultes hein, dans ce film. Et alors, vraiment, le dernier tiers, j'ai été complètement happé par le truc. J'ai adoré. Vraiment. Allez, c'est vivant. La femme invisible. Bon, alors là, on arrive au top 4. Ça commence à devenir un petit peu difficile à différencier. Hein, à partir de là, j'ai tout aimé. Ça se joue à vraiment un pouls de couille, quoi. Il y a un peu comme un pouls de couille. Vraiment, ça joue à rien. Mais bon, et puis bon, j'admets, c'est une comédie. La comédie, ça prend ou ça ne prend pas. Mais contrairement à comment ça s'appelle là, les deux nigauds là, les Bito et Bordello là, non les Costé, bref, là ça m'a fait marrer, vous voyez, ça tient un peu de choses. Allez, présentation. The Invisible Woman, la femme invisible, 1940. Il s'agit du 3e film dans la série de films autour de l'homme invisible, mais cette fois le film n'a aucun lien avec les 2 précédents. L'histoire suit Kitty Carroll, une jeune femme travaillant comme mannequin qui est constamment maltraitée par son patron. Un jour, Kitty répond à une annonce pour participer à une expérience scientifique menée par le professeur Gibbs. Joué par John Barrymore, le grand-papa de Drew. Un inventeur excentrique qui a mis au point une machine capable de rendre les gens invisibles. En quête de vengeance contre son patron tyrannique, Kitty accepte de devenir le sujet de l'expérience. Une fois rendue invisible, elle décide de se venger en sémant le chaos au bureau de son patron, ce qui entraîne une série de situations comiques. Cependant, son invisibilité attire également l'attention de criminels, qui voient en elle un moyen de commettre des méfaits. Le film mélange avec succès des éléments de comédie farfelue avec des touches de science-fiction, se concentrant davantage sur les situations humoristiques que sur les aspects horrifiques ou tragiques des films précédents. Virginia Bruce apporte charme et espièglerie à son rôle de femme invisible en quête de justice et de plaisir. On est d'accord. Anecdote, John Barrymore avait de nombreux soucis liés à une vie d'alcoolique et pour se souvenir de ses lignes, il fallait écrire ses répliques sur des papiers collés un peu partout. Quoi? Un acteur avec des soucis d'alcoolisme? Hollywood Universal? Les bras m'en tombent. Ouais, ça explique pourquoi il regarde dans le vide quand il récite ses répliques. Un des 3 Stooges, Champ Howard, apparaît dans le film. Le film était le plus cher d'Universal à son époque, et le décor du laboratoire va être récupéré dans de nombreux films, dont les Frankenstein sortis après 1940. Économie. Que je t'aime, économie.
Bon, alors j'ai beaucoup ri pendant ce film, ce qui est un plus indéniable. Le majordome est à mourir de rire. J'ai vraiment particulièrement aimé la femme invisible. Oh bah forcément, quand tu vois le trailer du film, tu te dis que ça va être une catastrophe. Mais non, hein. Elle est forte, elle est assez indépendante, elle agit dans les situations. Et surtout, bah, elle prend son pied à être invisible. Mais oui, oh, ça doit être fun d'être invisible. C'est clairement un film féministe et intelligent. Ah, enfin pour l'époque, bien sûr. Alors si c'est pas trop votre truc, passez votre chemin. Ah, c'est marrant, c'est parce que pour une fois, bah, c'est le mâle qui est cliché. Si, qui est cliché dragueur. D'ailleurs, il change en 2 minutes de caractère. Comme quoi, c'est plus une question de quel est le personnage principal, hein. Oui, enfin non, il y a quand même beaucoup de sexisme aussi à Hollywood. Alors le professeur, il est clairement gay. Hein. Ah si. Alors déjà, premièrement, bah, il dit qu'il est pas intéressé par les femmes. Tout simplement. Alors, j'ai cru qu'il était sexiste, tout simplement. Mais pas du tout, ah bah non, il soutient à fond la femme invisible, il a aucun problème, il a pas de propos sexistes à propos, non, vraiment pas. Puis alors surtout, il y a un moment, il y choisit une robe. Mais pas n'importe quelle robe, une robe de princesse. Et puis, il sait avant les 2 héros qui sont tombés amoureux aussi. Alors je sais que ça fait peut-être un peu cliché tout ça, mais n'empêche que pour moi ça fait très gay. Les dialogues sont top. Puis c'est vraiment bien écrit. Puis alors, c'est très agréable de voir un truc qui est bien joué aussi. Bon, bah, faut dire qu'elle a un rôle génial aussi. C'est pas si souvent des rôles pas clichés à l'époque dans ce genre de film. Donc, l'actrice s'en sort. Tipo bello. Kiko, Peko, Teco, bello. Margaret Hamilton, mieux connue pour son interprétation de la méchante sorcière de l'Ouest dans le film classique Le Magicien d'Oz, apparaît dans le rôle de Madame Jackson. Ah, bah oui, c'est vrai. Mais je l'ai pas loupé. Si, lui, un petit rôle, hein. En plus, le film, il est pas lourd. Ben non, hein. Il est bien amené. Le scénario est bien. Et puis, ça tente même un petit peu l'action. Si, à la fin. C'est chapeau. C'est vraiment un film très bien équilibré, en fait. Marrant. Bah moi, je vous dis, quand elle devient invisible et qu'elle décide de se venger de son patron, elle le tue pas, mais moi, je l'aurais fait. Mais je la comprends très bien. Vraiment. Bon, alors, c'est vrai, ça fait pas peur une seule seconde. Bah oui. Mais n'empêche, je pense le revoir très bientôt, ce film. J'ai vraiment bien aimé. C'est... bah bien. Allez, suivant. La momie. Bon, alors là, je vous avoue tout de suite que je vais pas être très objective. Navré, c'est parce que je suis tombée en amour de ce film. Si, allez. Présentation. The Mummy, la momie, 1932. Ce film est l'un des classiques du cinéma d'horreur de l'âge d'or d'Universal, mettant en vedette Boris Karloff, qui avait déjà connu un grand succès dans Frankenstein l'année précédente. Le film raconte l'histoire d'Imhotep, un prêtre égyptien ressuscité accidentellement par une expédition archéologique. Après son réveil, Imhotep cherche à retrouver sa bien-aimée, Ankhesenamun, qu'il tente de ramener à la vie en utilisant une jeune femme qu'il croit être sa réincarnation. La momie est particulièrement saluée pour son atmosphère d'épouvante mystique, son rythme quasi contemplatif et la performance hypnotique de Boris Karloff. Le maquillage iconique de Karloff, créé par Jack Pierce, ainsi que les décors égyptiens luxuriants, ont contribué à faire de ce film un classique du cinéma d'horreur. Anecdote, Zita Johnson, l'actrice principale, et le réalisateur Karl Freund se détestaient cordialement, ce qui a provoqué de nombreux soucis sur le tournage. Karl Freund a fait jouer Zita Johann dans une arène avec des lions, tandis que lui et l'équipe étaient protégés à l'intérieur de cages. Le son a finalement été coupé du film, et pendant 2 jours, il l'a fait se tenir contre une planche pour qu'il n'y ait pas de pluie sur sa robe. Ah oui, ils étaient pas amoureux fous. Amoureux à en mourir, oui. Surtout la partie mourir, j'ai l'impression. La découverte de la tombe de Toutankhamon en 1922 a directement inspiré le film. C'est un des rares films d'Universal Monsters à être inspiré d'un fait réel, et non pas d'un livre ou d'un conte populaire. De nombreuses scènes qui montraient d'autres réincarnations de la momie à travers d'autres époques a été coupées du film, ce qui a beaucoup agacé son actrice principale, qui croyait en la réincarnation et l'occultisme.
Merci au scripteur, enfin au faiseur de script, John L. Balderston, qui était un passionné d'Égypte ancienne. Sans lui, le scénario aurait juste dépeint une momie avec quasi aucun lien avec l'Égypte. Le maquillage de Karloff aurait pris plus de 8 heures à être fait. Ce qui peut paraître étonnant, vu que l'on voit clairement qu'un mannequin de bois a souvent été utilisé comme doublure. Et que l'on voit Karloff en momie assez peu finalement dans le film. Oh, on a toujours tendance à en faire des caisses quand on raconte les faits après en interview. Pour les points négatifs, ils sont peu nombreux selon moi. Pas assez de musique. Ah bon, l'Égypte est aussi un petit peu kitsch, si un peu quand même. Ah, et ça ressemble beaucoup à Dracula au niveau scénario. Voilà, alors niveau Quendobe, c'est tout. Et le reste. On commence par la momie, hein, enfin Karloff. Oh diantre. Oh Satan. Oh. Oh qu'est-ce qu'il est énigmatique. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est. Oh. Oh c'est. Ah j'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. Ah c'est. Ah c'est. Je peux pas expliquer. Ah c'est. Et puis en plus il est pas en momie tout le temps. Eh ben non. Ben non je spoil pas. C'est sur l'affiche. Oh. J'adore cette vision de l'histoire, c'est très romantique, bien plus que Dracula. Par contre, c'est très similaire à Dracula 92 là, de Coppola là, que j'ai fait. Il y a beaucoup de similitudes. Oh, mais j'aime beaucoup. Oh, c'est cette espèce de vision de l'amour, de réincarnation qui est absolue, hein, qui rencontrait une espèce de liberté individuelle, des sentiments amoureux. Ça veut rien dire, mais alors je m'en bats le gigot. C'est beau. Petite anecdote, vous savez, dans la momie 99, hein, il a affreusement peur des chats, en fait, la momie, hein, et là, ça vient de ce film. Si, comment elle s'appelle déjà, la déesse, là, Bastet, la déesse chat, hein, bon, je connais rien, ça vient de ce film. Il faut le voir pour comprendre. Il y a même de la violence assez crue, et il y a un plan, je sais pas comment ils ont fait leur truc, je sais pas, ah, mais ça, je sais pas, on est en 1932, hein, faut s'expliquer aussi, hein. Je sais pas comment ils ont fait leur truc. C'est impressionnant, hein, c'est une telle recherche, une telle comprends pas. Ah bah franchement, après, il y a le Dracula qui était sorti un an avant, qui était mais statique. Ça, oh, je suis scié, hein. C'est beau, c'est intéressant, et la fin, elle est très surprenante. L'actrice. Ah non, mais elle est sculpturale. C'est un truc de dingue. Elle est sexy, elle est forte, elle joue bien, elle arrive, les tenues. Je suis jalouse. Ah si, on a bien une qui mérite le titre pour les meilleures tenues de tous les films Universal, c'est même de toute cette époque-là. Ah bah dis donc, c'est elle qui gagne. Hein. Oh, ça ose même les décolletés, hein, très plongeant, si. Oh, c'est... Oh, bah oui, on est avant le code ACE, je crois. Oui, bien avant, hein. Si. Ah, ça fait tellement du bien d'avoir ces deux grands acteurs, en fait, qui sont là, puis qui sont bons à chacun dans leur domaine. Vous voyez, énigmatique, mystérieux, charmeur, la momie. Puis d'avoir en face, c'était un peu intrigué, un peu ailleurs, mais jet set, mais pas trop, c'est... Oh. Les yeux dans ce film, les regards. Puis la momie, elle est vraiment très très bien faite, hein. Si. Ah, vraiment. Il y a une espèce de classe et de dignité dans ce film. C'est qui est assez surprenant quand même, parce qu'on est quand même un petit peu en train de parler d'un film de momie fauchée, hein, qui se moque un petit peu de l'Égypte, un petit peu... Enfin, oh, c'est cliché, quoi. Non. Bon, j'admets volontiers que je suis très sensible à tout ce qui est Égypte. Plus tu m'ajoutes du romantisme là-dessus, je suis conquise, hein, d'office. Hein, mais n'empêche que j'aime bien aussi, hein, le château de Dracula, hein, tous ces trucs-là, j'aime bien, il y a d'autres aussi personnages. Mais là, j'avoue que c'est très bon mix quand même. Hein. Oh, puis je précise hein, quand même, hein, je suis pas fan du tout de l'homme invisible, de l'histoire et tout, ça m'intéresse absolument pas. Hein. Et pourtant, force est de reconnaître qu'il y a beaucoup de films qui sont, des trucs qui sont bien dans le classement. Comme quoi? Bon, je vais pas dire que je suis objective, mais quand même. Ça a ravivé mon envie de voir les pyramides. Si, en vrai, j'ai jamais vu. Non, je veux pas. La chaleur. Ah, c'est compliqué. Mais oui, oh, ça doit être beau. Oh, la vie, hein, non.
Ah bon, allez, on attaque au deuxième. Le numéro doué, hein, le dernier film de cette sélection. L'étrange créature du lac noir. Les créatures of the Black Lagoon. Alors, vous voulez la quintessence du fun? Vous voulez le parfait mélange de créatures, de scénarios légers, de monstres, Eh ben vous l'avez, là il y a tout. Tout. Et bien en plus il y a l'exotisme, et en plus il y a des effets spéciaux sympas, et des trucs innovants, et des plans innovants, et il y a même beaucoup de maillots de bain. Vous voulez de la demoiselle en détresse, hein? Si, je sais, je vous connais. Hein. Puis vous la voulez bien sexy aussi. Hein. Ah, vous l'avez. Vous voulez de l'action aussi, un truc trépidant et tout. Vous l'avez aussi. Les menaces, les treuils, les oreilles, un monstre en caoutchouc. Et vous l'avez aussi, vous avez tout. Ah, allez. C'est exotique aussi, des paysans aussi. C'est bien. Et divertissant, bah bien sûr. Ah, bah ça, et pas numéro 2 pour rien. Allez, présentation. Creature from the Black Lagoon, l'étrange créature du lac noir, 1954. L'histoire commence en Amazonie, où une équipe de scientifiques découvre un fossile étrange qui semble être la main palmée d'une créature préhistorique. Fasciné par cette découverte, le docteur Carl Maya et ses collègues, le docteur David Reed et Kay Lawrence, organisent une expédition pour explorer le mystérieux lagon où le fossile a été retrouvé. En arrivant sur place, ils découvrent que le lagon est habité par une créature amphibie, mi-homme, mi-poisson, connue sous le nom de Gilman. Lorsque la créature rencontre Kay, elle devient fascinée par elle. Et ce qui commence comme une simple curiosité se transforme en une obsession dangereuse. L'étrange créature du lac noir est célèbre pour ses scènes sous-marines magnifiquement filmées et pour son utilisation de la 3D. Le film explore des thèmes tels que la lutte entre la nature et la civilisation, la curiosité scientifique face à l'éthique et la peur de l'inconnu. Anecdote: la créature est interprétée par Riku Browning dans les scènes sous-marines et par Ben Chapman pour les scènes terrestres. Ils ne se sont jamais rencontrés sur le tournage car il avait eu lieu à 2 endroits différents. Ils ne se sont rencontrés que 20 ans plus tard lors d'une convention. Oh, Julie Adams, l'actrice principale, a dit que l'ambiance du tournage était top. Oh bah ça change, mais je dirais que ça se voit à l'image. Et qu'ils avaient tous de la sympathie et de la compréhension pour la créature. Julie a dit « Je pense que cela touche peut-être quelque chose en nous, peut-être les parties les plus sombres de nous-mêmes qui aspirent à être aimées. Oh, ça va me permettre de montrer un extrait d'un autre film, 7 ans de réflexion, sorti 1 an après La créature du lagon noir, et qui n'est pas un film Universal. C'est la scène juste avant la fameuse, l'iconique scène où il y a la robe de Marilyn là, qui s'envole à cause de l'air du métro sous... Bon, vous voyez de quoi je parle. J'ai eu tellement pitié du malheureux monstre. Je crois qu'il avait simplement besoin d'affection. Vous savez, besoin d'un peu d'amour. La personne responsable du look iconique de la créature, c'est Millicent Patrick, et non pas son patron qui a voulu s'approprier la création ensuite. Il y a eu de très nombreuses tentatives de faire un remake de ce film par de nombreux réalisateurs. Mais même si La forme de l'eau de Guillermo del Toro en 2017 ressemble par de nombreux aspects, il n'est pas un film Universal qui avait d'ailleurs rejeté la proposition du même réalisateur. Ils doivent s'en mordre les doigts aujourd'hui. Oh bah oui, je sais, il y a Frankenstein qui devrait sortir en 2025. Toujours Del Toro, mais c'est pour Netflix, je crois. Alors, non, enfin, je crains le pire. Bon, revenons-en à l'étrange créature du lac noir. Oui, alors que ce film arrive à une telle place peut paraître un peu surprenant. Non, surprenant. Ah, ça peut paraître un peu surprenant. Ben oui, il suffit simplement de lire la critique de ce film. Pourtant, il fait la couverture. Mais il suffit simplement de lire la critique du film dans ta chaîne là. C'est très empoulé comme truc, très intello merdeux. Moi quand j'ai lu la critique, je me suis dit mais j'ai un doute sur mes goûts là. Attendez, je vais vous lire. Bon, je vais pas tout vous lire, je vais juste vous lire une toute petite sélection quand même. Bon, ça fait que 3 pages, mais s'il fait la couverture. Je dirais qu'il a du rouge à lèvres, Prestagada, plus que moi, tiens. Bon, allez, où se marque page PQ? Il est là. Attends. Allez, bon, alors je lis. L'étrange créature du lac noir a tout ce dont un film de série B des années 1950 a besoin. On est d'accord. Des performances d'acteurs tout au plus moyens. On n'est pas d'accord. Des dialogues peu aboutis sur la nature humaine.
on n'est pas d'accord. Et surtout un monstre terrifiant selon les critères de l'époque. On est d'accord. Maladroit sur terre avec ses pattes palmées et griffues, gracieux dans son élément naturel, il met en transe les teenagers recroquevillés à l'intérieur de leur voiture dans les cinémas en plein air. Oh. Universal a trouvé ici un film digne de ses prédécesseurs, les classiques Frankenstein, La momie, qui commençaient à s'essouffler. Voilà, bon, arrêtez là, on remet le PQ, voilà, on va remettre aux oubliettes ce bouquin. Ah bah oui, pour vous dire, dans ce bouquin, il y a 2 Polanski. Hein. Alors, 1, je veux bien, mais 2... Ah, vous savez, c'est toujours cette espèce d'ennemi, en fait, que serait le cinéma populaire. Le cinéma qui a du succès. Mais désolé, je suis navré, les gens, hein, le cinéma d'horreur, c'est pas ça. Le cinéma d'horreur, c'est aussi beaucoup de daubes, si. Ah, je suis désolé. Bah, Jurassic World, j'ai détesté la trilogie, mais forcément de reconnaître qu'il a fait plusieurs billions à chaque fois. Hein, chaque film, il a attiré le plus de billions. Oui, c'est un des monstres. C'est des monstres, hein, les créatures. Bon, ça, hein, le clown, là. Bah, désolé, moi, j'ai pas aimé ces films, et pourtant, c'est quasiment le film d'horreur qui a eu le plus de succès dans toute l'histoire du cinéma d'horreur. Bah, si, il y a plein de films, hein, comme ça. Faut arrêter de dire que non, il faut que ce soit intellectuel, il faut du Silence des agneaux, il faut du poltergeist, oh, il faut de l'exorciste, il faut de l'intelligence, il faut de la réflexion, il faut du méta. Pas d'accord, je suis désolé, non. Populaire veut pas dire merdique. Pas toujours. Bref, j'ai trop parlé de ce bouquin, je sais, mais il m'a bien énervé, hein. C'est surtout que je l'ai bien acheté. Bon, les photos sont jolies. Oh ben j'ai été la première surprise à le voir à cette place, hein, ce film. Hein. Franchement, je m'y attendais pas. Mais après, quand on voit en détail, c'est logique, hein. Tout est top, tout est au top. Y a tout, ça coche quasiment toutes les cases. Topissime, vraiment. Rien que le personnage féminin. Oui, vous aurez compris qu'à force, c'est un petit élément que je regarde et que beaucoup de gens regardent également. Ah bah oui, hein, quasiment la moitié des spectateurs sont des spectatrices, donc c'est un petit peu normal de leur parler un petit peu quand même. Ah, faut pas les ignorer systématiquement. Eh ben là, l'actrice. D'accord, c'est la demoiselle en détresse, mais n'empêche, elle est pas cruche, elle est pas quiche. Ah bah non, elle est sexy. Ah bah si. Mais elle est pas con, elle est gentille, elle est bienveillante. Ah mais je comprends totalement pourquoi la créature elle comprend tout à fait. Alors là vraiment, j'aime beaucoup. Hein. Alors le film est plus subtil qu'il y paraît. Si. Mais tout est top. Ah les scènes aquatiques, l'action, les dialogues, le côté un petit peu idiot mais assumé. Ah juste dans le but de divertir. Top. La musique et les décors aussi c'est top. Alors là, c'est vraiment un film de monstre pur et dur. C'est pas étonnant qu'on a beaucoup pompé là-dessus par la suite. Je voyais pas que c'était le modèle, celui-là. Bah si, il était le modèle de beaucoup de films par la suite. Hein. Alors si vous aimez les maillots de bain, vous allez être largement servi. Alors c'est des... Non, il n'y a pas de bikini là-dedans, non. Mais n'empêche que c'est de la bonne pièce. Hein. Puis alors, peu importe vos goûts. J'adore presque tous les personnages. Si, en fait, j'aime tous les personnages. En fait, si, vraiment. Il y a quelque chose, hein. Puis alors dans le bouquin, là, ils disent que c'est un peu raciste. Oh, vous allez chipoter quand même, hein. Vous allez gratter, hein. Il y a des films où vous grattez pas du tout, hein. Je m'excuse, mais dans Le Silence des agneaux, il y a beaucoup de problèmes dans ce film, hein. Là, vous en dites rien, hein. Bref, n'empêche, dans ce film, j'ai vraiment aimé tous les personnages, même le méchant. Si, enfin le pseudo-méchant. J'aime beaucoup le capitaine. Oh, il est le vieux machin bourreux, là. Bah, il se laisse pas faire, hein. Il aime bien, il a des bonnes scènes. C'est frais, c'est ultra culte, c'est pop, c'est frais, oh, mais c'est tellement divertissant. Ah. Conclusion. Eh ben oui, d'accord. Ah, il n'y a pas de bonne compagnie qui ne se sépare point. Bon bref, c'en est fini de cette deuxième partie. Et si... Bon bah on se retrouve bientôt. Alors je suppute que ce sera la veille d'Halloween pour le dernier film, le numéro 1 absolu de toute cette... Selon moi, bien sûr. Alors oui, je sais que c'est facile à deviner quel est le film numéro 1. Mais bon, hein, on va faire comme si vous ne saviez pas. Et puis, puis vous laissez-vous embarquer. Parce que je pense vraiment qu'il faut faire une vidéo spéciale sur ce film. Bon alors c'est la coutume. Merci l'équipe technique. Merci la petite voix. Puis alors l'équipe technique, hein, qu'est-ce qu'elle avait vu en fait comme film? Ah oui, c'est là, d'accord. Puis Wolfman et puis Frankenstein. Oh bah dis donc. Ah oui, c'est bon choix, hein, c'est très bien. Hein. Alors si jamais moi je te conseille House of Frankenstein, forcément, je te le conseille vraiment, tu devrais aimer. Bon par contre tu peux peut-être faire l'impasse sur La Femme Invisible, te connaissant. Oh, et puis la petite voix.
Qu'est-ce qu'elle a? Oui, bon, toi, t'as tout vu, hein, forcément, tu devais faire les résumés. Mais qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, hein? Qu'est-ce que t'as préféré? Dis-moi. Je conseille particulièrement Dracula, version anglaise, She-Wolf of London, Frankenstein et la momie. Ah, bah oui, les classiques, quoi. Ah, bah oui. Ah, puis les peut-être aussi. Ah, ça m'étonne pas trop. Bon, allez. Bah alors, rendez-vous le 30, donc, hein, pour le dernier, numéro 1, les suites. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout, n'oubliez... Bon, franchement, petit doigt, tu peux le faire à ma place, tu le fais tellement mieux. Abonnez-vous s'il vous plaît, c'est très important. Et commentez, c'est aussi très important. Est-ce que vous avez déjà vu un des films de cette sélection? Êtes-vous surpris par la position de certains films? Même si vous ne les avez pas vus d'ailleurs. N'hésitez pas à faire la promotion de la chaîne, nous en avons vraiment besoin. Et venez faire un tour sur le Patreon de la Boucherie du Culte pour soutenir le travail de Ginette. Vous pouvez offrir un café ou un DVD ou même choisir le film abordé lors d'une prochaine émission. Merci beaucoup d'avoir regardé cette deuxième partie et à bientôt pour la dernière partie. Alors c'est bien ce que je disais, hein. Il est un peu plus doué que moi. Ah bon, bah écoutez, hein, merci à vous encore, hein, c'est très... Hein. Si jamais il y a le lien pour Patreon en bas, normalement, hein, ça dépend où vous regardez ça, mais c'est... Au revoir les sorcières du dimanche. J'ai déjà dit ça dans l'autre vidéo. Au revoir les monstres hurlants, grinçants et jappants. À bientôt. Bon alors c'est pas tout ça. On va changer quand même un moment. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Ah. Oh, t'as une formule magique? Pour moi? Oh bah si, fais péter. Vas-y. C'est ça. C'est un post-it. C'est moderne. Petit truc aussi. Non, rien. Alors, que la source du problème puisse disparaître à jamais et que ce qui était jusqu'alors visible devienne invisible. Comment ça, la source du problème? Non mais moi je vais t'en foutre du problème, à coup de pied dans le chaudron, tu vas voir.